Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va faire la draft des 10 meilleures attaques des 10 dernières années. Mais avant de démarrer, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Click, click. This is your Kodak moment. Alors, on y vient, on vous a proposé durant ces 5-6 derniers mois pas mal de drafts qui étaient un peu un nouveau concept qu'on voulait tester, qui vous a plutôt plu d'ailleurs, on est content des audiences, parce que forcément on regarde un peu les audiences, puis on est content aussi des retours que vous nous avez fait. C'était un jeu assez marrant, et on vous propose aujourd'hui la dernière draft d'une série qui aura donc duré quelques épisodes, et puis comme pour chacune des drafts, on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va? En pleine forme. Et toi? Eh ben écoute, je suis à la fois heureux et presque un peu ému de terminer cette série. C'est toujours cool aussi de terminer une série. C'est le combienième épisode là qu'on fait Le Paul sur les 8e. drafts? C'est le 8e épisode sur les drafts. En plus, on termine avec un joli sujet puisqu'on va parler des 10 meilleures attaques des 10 dernières années. Je sais pas si tu te l'es dit toi, mais moi en préparant, je me suis dit c'est aussi bien que ça soit le dernier épisode parce qu'en fait sur les équipes on commence un peu à tourner en rond. Et on va parler de nouvelles équipes dont on n'a pas parlé, mais on va aussi beaucoup parler d'équipes dont on a déjà parlé. Je sais pas si ça t'a fait la même sensation en préparant. Ouais, bah en fait, vu qu'on est que sur les 10 dernières années, bah forcément, on parle souvent des mêmes joueurs, on parle souvent des mêmes matchs, on parle souvent des mêmes équipes. Donc c'est pour ça que c'est une série où on a voulu arrêter aussi à 8 épisodes parce que on pourrait faire plein d'autres épisodes, mais en fait, on parlait tout le temps un peu de la même chose, quoi. Donc 8 épisodes, c'est bien. On a parlé des playoffs, de la régulière, de joueurs individuels, d'équipes. On a fait un beau tour, je trouve. Ouais, je pense que l'idée aussi qu'il y avait autour de ces drafts, c'était de vous permettre d'avoir une forme de rétrospective sur les 10 dernières années. Presque d'ailleurs, ça nous a permis de clôturer le chapitre Warriors Cavs. J'ai eu l'impression au final parce que on s'est rendu compte à quel point il a impacté les 10 dernières années et à quel point il a été présent en fait dans chacun des top 10 parce que c'est un moment marquant. Allez, on peut presque rajouter Houston, je trouve, dans cette dualité. Je crois que les trois grosses équipes des 10 dernières années, en tout cas de la première partie des 10 dernières années, c'était Houston, les Cavs et les Warriors. Et c'était cool aussi, je trouve, de pouvoir les évoquer. Et donc, on finit un peu en beauté avec cette dernière draft sur les 10 meilleures attaques des 10 dernières années. On va essayer de vous donner un peu nos critères. Mais Paul, est-ce qu'on est d'accord pour ce dernier épisode? On n'a pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai essayé d'être un peu rigoureux comme je suis à chaque fois. Et toi, t'es un peu parti en disant, allez, la valeur un peu subjective et le goût, je l'ai pas mal intégré dedans, quoi. Ouais, notamment parce que on donnera les critères après, mais il y a eu des équipes qui ont eu des blessures en playoff et qui ont été tellement dominantes en théorie et en pratique, en régulière, que du coup, tu peux que les citer en fait assez haut et voilà quoi. Effectivement, bah, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on donne un peu les différents critères. Premier critère qu'on s'est donné, la domination en saison régulière et la domination en playoff. Je sais pas toi, moi je les ai mis un peu ensemble pour le coup, même si effectivement parfois tu as des grosses différences. Mais en tout cas, on s'est quand même posé la question à quel point ces équipes, par leur attaque, on est bien par leur attaque, hein, on compte pas la défense, mais par leur attaque, ont dominé et la saison régulière et les playoffs. Toi, tu les as distingués ou pas? Moi, je les ai mis un peu ensemble en réalité, finalement, pour une Ouais, espèce de moi vue j'ai quand même d'ensemble. plus mis en avant la régulière que les playoffs. Ouais, moi aussi. En toute transparence, moi aussi, au final. Deuxième élément qu'on s'est demandé, c'est un peu la qualité du spacing de cette équipe. Et ce que je trouve intéressant, tu vois, en regardant les 10 dernières années, c'est que je me suis dit, en fait, si tu regardes les 10 dernières années, la vision qu'on a du spacing, elle a pas mal bougé en 10 ans. Je trouve notamment, ta espèce de première partie sur les 5-6 premières années, on est beaucoup sur du spacing par la ligne à 3 points. Et je trouve que depuis quelques années, on est beaucoup plus dans l'exploitation des zones intermédiaires et notamment des zones près du cercle. Alors ça a toujours été vu dans le spacing, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais certaines équipes qui étaient des 2-3 dernières années qui ont des excellentes utilisations des cuts, des excellentes utilisations du dunker spot. En tout cas, on a mis dans un espèce d'ensemble la question de la qualité du Ouais. spacing. Ouais, en plus je trouve que il y a une petite révolution quand même en NBA ces dernières années, c'est
enfin, c'est la compréhension qu'il n'y a pas que le spacing horizontal, il y a aussi le spacing vertical. Et c'est pour ça qu'on voit des surathlètes être draftés assez haut. Parce que peut-être que c'est la nature qui est comme ça, qui crée des basketteurs de ouf de 2,20 m ou des athlètes de ouf. Mais on se rend compte qu'en fait, ils ont une plus-value, même s'il n'y a pas le shoot dès les premières années, quoi. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce point-là, je vous invite à réécouter le podcast qu'on a fait avec Matt sur le retour des ailiers non-shooters, où vous aurez plus d'informations justement sur cette dimension-là. Troisième élément qu'on a regardé, le star power, on peut appeler ça comme ça, en tout cas à quel point il y a des superstars et à quel point elles sont dominantes là-dedans. Et là, franchement, c'est la piste aux étoiles quand même les 10 dernières années. Parce qu'à chaque fois, tu regardes des équipes et tu te dis, parfois, t'as un star power juste de malade, quoi. C'est Ouais, assez rigolo. on a forcément des équipes en tête, mais il y a eu de la grosse star. Effectivement. Et les deux derniers critères qui sont un peu à mettre, c'est pas les mêmes, mais c'est un peu les deux derniers, c'est la force collective dans lequel on compte aussi la profondeur de l'effectif, hein, à quel point en fait la qualité du jeu passe par la qualité du coaching, la qualité de la profondeur de l'effectif et l'apport de tous, qui vient un peu en contrebalancer l'aspect star power. Et le dernier, c'est à quel point il y a une identité pour le coup dans cette équipe et ce qui permet d'ajouter une dimension peut-être un peu plus subjective à ce qu'on regarde parce que je sais pas comment tu l'as pris le truc de l'identité. Moi, je l'ai pris par deux aspects. Le premier aspect, c'est à quel point il y a une identité marquée et cette identité permet d'alimenter leur jeu. Et le deuxième aussi, un point qui a un peu plus de goût, quoi. C'est à quel point cette identité nous a marqué dans l'esthétique qu'elle a rendue, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis à quel point aussi cette identité, elle pouvait se transcrire facilement en playoff. Et à quel point aussi ton identité te permet de t'adapter aux autres à tout type de défense. Et il y a un dernier critère aussi, c'est la Ouais, profondeur d'effectif. Je ouais. trouve que ça joue quand même. Parce qu'on a vu des équipes se déplumer pour des stars et avoir plus de role-players. Quand t'as de la resta et que t'as en même temps des role-players, c'est forcément mieux, quoi. Effectivement, quand tu as ces deux dimensions, c'est forcément mieux. La force collective, enfin la profondeur, moi je l'ai mis dans la force collective, mais on est on est à peu près raccord. Comment on fait, Paul? Qui commence? On sait qu'on se l'est pas dit généralement avant, on se dit toujours qui commence. Moi, je te propose que je commence, comme ça te laissera le Allez, vas-y. dernier pic de cette série et ça te permettra de conclure en beauté tout ce qu'on aura vu. Alors là, je sais pas si c'est une surprise. Ils sont quand même premiers de pas mal de nos tops et je suis curieux de savoir si c'est les tiens aussi. Le numéro 1 de cette draft des 10 meilleures attaques des 10 dernières années, bah moi j'ai quand même mis les Warriors 2016-2017 pour le coup. J'ai eu une grosse hésitation avec une autre équipe qui je pense va bientôt revenir, qui est une autre version des Warriors. Enfin moi d'ailleurs parfois j'ai jusqu'à deux fois une équipe, mais l'idée c'est de se dire l'équipe a quand même pas mal bougé. Bref, on reviendra probablement sur cette équipe-là. Mais donc les Warriors de 2016-2017, c'est les Warriors de Kevin Durant qui tourne sur cette saison-là à 114,8 d'offensive rating. Pour le coup, alors c'est là aussi qu'on va voir que les offensive ratings ont totalement explosé sur les 10 dernières années. Ce qui est marquant, je trouve, avec cette équipe, c'est la dimension force collective, en fait. Parce qu'ils ont un star power qui est absolument dingue autour de Steph Curry, Kevin Durant et Klay Thompson, ce que vous avez tous en tête. Mais en fait, quand on regarde la façon dont ils jouaient, moi, je trouve qu'on avait la meilleure version de Kevin Durant. C'est-à-dire que Kevin Durant était presque un connecteur. Le jeu d'isolation KD était finalement pas encore trop mis en place. Et le système Warriors avait finalement pas mal perduré. Statistique qui symbolise un petit peu cet aspect-là. Pour le coup, sur cette saison-là, les Warriors sont à 70,5 d'assist percentage. C'est tout simplement le plus haut que j'ai trouvé sur les 10 dernières années, pour le coup. Donc ils ont un assist percentage qui est très très haut et qui traduit bien, je trouve, la façon dont ils jouaient. Et en plus, effectivement, ils avaient, en plus de cette force collective, ben, le star power qui est complètement dingue autour de KD et de Stephen Curry. L'adresse à 3 points était assez haute, on a 38,3% à 3 points sur cette attaque-là. Bon, globalement, tout marchait à peu près. Peut-être le seul truc qui manquait un peu, c'est de la qualité de drive et de playmaking sur du jeu arrêté, mais ils étaient tellement forts dans leur mouvement collectif que finalement ils étaient déjà absolument délirants, tellement ils étaient forts. Est-ce que toi tu les avais, eux, pour le coup, est-ce que tu les avais aussi haut? Ouais, je les avais premiers. Tu peux pas ne pas mettre les Warriors 2017 premiers. Ils ont 4 All-Stars sur cette année. Ils ont 3 All-NBA Team avec KD, Steph et Draymond.
Ce qui est marrant, c'est que c'est la team la plus à droite au cercle en régulière, à mi-distance, et ils sont deuxième à 3 points. Il n'y a pas une zone sur le terrain où les mecs n'étaient pas les meilleurs des meilleurs, quoi. C'était la meilleure équipe sur transition aussi, parce que c'était une équipe assez sous-cotée sur transition, parce qu'en fait, tous les mecs, ils étaient dans leur prime physique, ils avaient entre 25 et 28, 29 ans. Tu l'as bien dit, ils sont à 38% à 3 points en régulière, mais ils sont aussi à 38% à 3 points en playoff. Et moi, je trouve que ça compte aussi le fait de pouvoir garder de l'adresse à 3 points en playoff face à des top défenses. Et voilà, tu as deux joueurs à plus de 28 points par match en playoff, avec Steph et KD. Tu as un Draymond cette année-là qui est on fire à 3 points aussi, qui a 41% sur presque 50, sur 5 tentatives par match en playoff. Donc, c'est la meilleure saison aussi en points par match en régulière de Clay. Donc, ils étaient injouables. Il y a trop le 5, le 5 de la mort là, avec Steph, Clay, Draymond, Iggy et Steph ou Clay, je sais plus, j'en ai peut-être cité Bah, deux le fois 5 un, de la mais mort, c'était Curry, Thompson, Green, Iguodala et Kevin Durant en fait. Tout oui, simplement, c'était voilà, c'est Durant ça. en 5, ouais, tout à fait. Ouais, donc dans le système de Kerr, c'était injouable. Bah ouais, exactement. Ils ont, pour le coup, sur cette saison-là, ils ont 4 All-Stars. Parce que Clay, Steph, Draymond et Kevin Durant sont tous les 3 All-Stars. Ils ont 2 top 10 MVP. Parce que Kevin Durant finit 9e au classement du MVP et Steph Curry finit 6e. Et en même temps, t'as raison, t'as la meilleure saison au scoring de Klay Thompson. Il n'y a pas trop de blessures. Il y a juste Kevin Durant qui a une petite blessure au milieu de la saison, mais il fait quand même 62 matchs. Sinon, ils jouent tous. Je trouve même qu'en fait, quand tu vas chercher un peu sur la profondeur, alors sur la profondeur, ils étaient moins forts, mais ils faisaient beaucoup jouer le banc avec Kevin Durant. C'est là où il avait ses ballons un peu en isolation. Mais je trouve que même sur le banc, bon, on a forcément Iguodala en tête, mais je trouve que Sean Livingston était un super joueur. Même Patrick McCaw, tu vois, était pas un joueur mauvais. Ian Clark, enfin, globalement, l'équipe, elle était quand même assez bien complétée. Et je trouve qu'en fait, ce qui était notable avec cette équipe, c'était que tu avais cumulé dans la même équipe 3 joueurs qui avaient un peu développé un concept nouveau, c'est le concept de la gravité sans ballon, avec Kevin Durant, Klay Thompson et Stephen Curry. Et donc, avec leur jeu en mouvement, tu avais un vrai problème de choix défensif, où tu avais notamment Curry et Klay Thompson qui ressortaient beaucoup sur des écrans, avec le besoin d'être pris à deux sur les sorties d'écran. Et ça donnait un espace terrible à Kevin Durant, qui jouait un peu comme un connecteur et qui pouvait finir. Et en fait, je trouve que le cheat code qu'avait un peu cette équipe, c'est que tu te retrouvais tout le temps dans des situations de 2 contre 1. Parce que comme la balle, à un moment donné, arrivait dans les mains de Klay Thompson sur une sortie d'écran, ou de Steph Curry, ou de Kevin Durant, tu avais toujours besoin d'une aide. Et ils avaient cette intelligence de faire la passe, et du coup, ils étaient toujours à une passe de se retrouver à un 2 contre 1 et de pouvoir l'exploiter en permanence. Un 2 contre 1 dans lequel, en plus, ils avaient souvent un, voire 2 joueurs qui étaient des joueurs top 20 NBA, quoi. Donc, ouais, franchement, on est sur un truc un peu injouable. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est peut-être la meilleure version de Kevin Durant, au moins en Warriors, la première année? Moi, pour moi, c'est sa meilleure version. Ouais, c'est sa meilleure version parce qu'en fait, c'est pas lui le leader et c'est pas lui qui doit créer pour les autres, quoi. Donc c'est pour ça que c'est sa meilleure version. Est-ce que toi, t'es d'accord avec moi que c'est la meilleure attaque all-time carrément? Non. Pour moi, non. Parce que pour moi, la meilleure attaque que j'ai vue, qui était une attaque efficace en plus d'être magnifique, c'était pour moi l'attaque des Spurs 2013-2014. Qui pour moi était vraiment une attaque qui proposait un espèce de truc un peu insoluble, qui avait infiniment moins de star power, mais qui pour le coup sur l'ensemble de leur run de playoff était une attaque qui avait été complètement injouable jusqu'en finale où ils sont injouables. Et ils avaient été injouables pendant toute la saison. Euh, Moi, je pencherais plutôt sur ça. Généralement, cette question, quand je me la pose, la réponse à laquelle j'apporte, c'est Spurs 2014. Mais bon, je pense que le goût, il joue un peu quand même, hein. Pour toi, c'est la meilleure? Ouais, pour moi, c'est la meilleure. Il y a trop de star power, il y avait un jeu collectif. T'as que des mecs qui peuvent exister off-ball parce qu'en fait, ils ont un 3 points. Tu peux faire de l'ISO avec KD. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi. T'as un decision making de taré avec Draymond et Iguodala. Donc pour moi, c'est la meilleure et de loin. Mais je peux comprendre, les Spurs 2014, c'était un délire aussi. Ouais, et puis c'est aussi une équipe qui allait au titre grâce à son attaque, pour le coup. Mais ouais, non, mais après, il y a pas de. Enfin, je suis pas non plus étonné qu'on dise que c'est pour le coup les Warriors de cette année-là. Et donc, on va démarrer avec les Warriors 2016-2017, numéro 1 de cette draft. Et Paul, je te laisse la main pour le numéro 2. Le numéro 2, bah figure-toi qu'en fait, on reste en 2017. Ok. Et moi, j'ai dit. Donc moi, j'ai en 2, j'ai les Cavs 2017, qui étaient à plus 4,8 d'offensive rating par rapport à la moyenne, ce qui est quand même très solide.
Il y avait 3 All-Stars, LeBron, Kyrie, Kevin Love, que un All-NBA avec LeBron. Mais ils étaient très forts parce qu'en fait, ils sont dans le top 4 en adresse sur la régulière au cercle, sur long mid et à 3 points. Donc, tu as une équipe quand même qui dominait tous les compartiments du jeu. Ils étaient à 38% à 3 points sur la régulière. Ils étaient à 42% en playoff. Alors, il y en a qui diront, oui, le niveau de la conférence Est, c'était pas ouf et tout. Mais quand même, monter à 42%, il y a personne qui est monté aussi haut en termes d'adresse à 3 points, quoi. Pas même les Pacers de l'année dernière, qu'on citera peut-être. T'avais 8 joueurs à plus de 37% à 3 points en playoff, dont 3 à plus de 45%. C'est n'importe quoi. Et voilà, et je trouvais que... Alors, il n'y avait pas une identité forte en termes de jeu collectif, mais en fait, t'avais 2 joueurs qui étaient un peu indéfendables avec LeBron et Kyrie, qui sont capables de tout faire balle en main, de drive, de finir au cercle, même avec 2 ou 3 défenseurs, avec un vrai jeu à mi-distance sous-côté pour Kyrie, de l'adresse à 3 points. T'avais vraiment 2 joueurs, ces 2 joueurs qui étaient un peu au sommet de leur art, avec des shooters incroyables autour comme Smith, comme Kevin Love, comme Channing Frye et Kyle Korver qui sont des shooters élites de chez Elite. Et avec un petit Deron Williams en sortie de banc aussi qui était un peu cramax en playoff mais qui faisait le taf avec un Rick Jefferson aussi qui t'apportait de la profondeur. Qui a quand même une belle carrière en NBA parce qu'à un moment il plantait pas mal en termes de scoring. Donc voilà, je peux comprendre qu'on les ait plus bas mais je trouvais que cette attaque des Cavs était vraiment injouable. C'était vraiment leur identité en plus. C'était une forte attaque. C'est pour ça que je les ai deuxième. Alors, j'ai un peu triché sur eux. Je les ai pas dans mon top 10, mais parce que j'étais sûr que tu allais les avoir. Pour le coup, mais je les ai pas dans mon top 10 parce que pour moi, ce qui booste leur... Déjà, il y a beaucoup de très belles attaques sur les 10 dernières années. Il y en a plus que 10 des très belles attaques sur les 10 dernières années. Pour moi, ce qui booste leur attaque, c'est surtout le run de playoff où ils ont une adresse à 3 points qui est juste indécente. Mais j'avais trouvé que pendant cette saison régulière, c'était une saison régulière qui était quand même énormément en contrôle. Et j'ai pas eu d'impression, tu vois, de domination en fait de cette équipe en saison régulière, que ce soit par l'attaque ou par la défense. Effectivement, le star power est très haut, mais je trouve que Kevin Love, c'est pas l'année où il est le plus à l'aise dans cette équipe. Et, euh, et finalement, l'identité de jeu, qui est une identité de jeu, c'est un one-two punch en fait, hein, pour le coup, hein, vraiment cette équipe. Je, je, j'avais un peu du mal à me dire à quel point on peut la projeter plus loin. Là où je trouve que effectivement, ce qui est très très fort sur cette équipe, c'est une version de Kyrie notamment qui est absolument dingue et qui complète parfaitement le LeBron qu'on a de ce moment-là. C'est-à-dire que le LeBron de ce moment-là est un joueur vraiment hyper polyvalent, très fort sur le scoring individuel. C'est peut-être pas sa meilleure version sur le scoring individuel, mais pas loin. Je me rappelle quand on a fait les 10 meilleures saisons individuelles des 10 dernières années, on s'est dit en fait la saison 2017 de LeBron, on l'oublie tout le temps, mais elle est dingo parce qu'on pense vite à la 2018. Mais par contre, Kyrie complète parfaitement ce jeu de polyvalent de LeBron avec une qualité d'isolation qui est pour le coup assez dingue quoi. Mais tu trouves pas que dans cette équipe, il y avait un quatuor très fort offensif autour de Kyrie, LeBron, Jar Smith et Kevin Love, très axé spacing, mais que derrière, il n'y a pas grand chose. Bah, pas en attaque. Pour moi, en attaque, justement, c'était une équipe Ouais. qui était injouable. Parce que t'avais tout le temps les 2 créateurs que sont LeBron et Kyrie. En plus, Kyrie, c'est la saison où il pète un câble au scoring parce qu'il passe de 19 points par match à 25 points par match. T'as Kevin Love qui est quand même à 19 points par match. Donc je trouvais justement que c'était une saison où le top 3, enfin le Big 3 de cette équipe était plutôt bien responsabilisé, Ok. avec LeBron qui distribue un peu plus et tout. Mhm. Et après, le seul truc avec cette équipe, c'est que oui, défensivement, c'était pas ouf parce qu'ils défendaient pas en régulière et que ça s'est vu contre les Warriors en finale. Mais en fait, ils avaient une telle marge, et on l'a vu en playoff, ils ont défoncé la conférence Est parce qu'ils avaient une telle marge en attaque que, bah voilà. Et même finalement, même en finale, tu vois, ils font un match où ils sont injouables, ils en grattent qu'un, mais finalement, ils sont pas loin, ça aurait pu, à peu de choses près, tu vois, c'est une finale qui aurait pu être serrée, je pense. Le match qui gratte, c'est une espèce de masterclass d'attaque d'ailleurs, hein. Ils sont hyper adroits à 3 points, ils sont en rythme tout le temps sur tout. Et d'ailleurs, LeBron a beaucoup dit hein, que pour lui, la meilleure version des Cavs, c'était pas la version 2015-2016, hein, c'était la version 2016-2017. Pour le coup, et c'est vrai que le niveau de cohésion de cette équipe était pour le coup assez haut à ce moment-là. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur ces Cavs version 2016-2017 ou est-ce qu'on passe au numéro 3? Non, c'est bon, ouais. On passe au numéro 3. Et ben numéro 3, je vais rester dans la rivalité Cavs-Warriors, mais je vais revenir un peu en arrière. Alors c'est la seule équipe que j'ai en doublon, mais je suis quand même obligé de les citer. Et ça sera mon numéro 3, c'était mon numéro 2.
c'est les Warriors 2015-2016 pour le coup. Les Warriors avant KD, qui pour moi sont une attaque absolument extraordinaire. Est-ce que tu sais déjà à combien de pourcents ils tournent à 3 points en saison régulière sur cette saison? C'est délirant, hein. Car 39? Ils sont à 41,6% à 3 Ah ouais. points sur la saison. Donc on est sur un spacing qui est inégalé, hein, tout simplement. On n'a pas retrouvé ça sur la période. Est-ce que tu sais combien de joueurs dans l'effectif sont à plus de 38% à 3 points? 6, 7? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5. Donc quand même 6, 7, ça fait beaucoup. Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, Harrison Barnes. Et le dernier, c'est Murray Speights qui en prenait quand même un par match. Donc on est sur un petit volume, mais il en prenait quand même un par match. Il a joué quasiment tous les matchs de cette saison-là. Évidemment, le point d'orgue, c'est Stephen Curry qui tourne à 46% à 3 points sur cette saison, en en prenant 11 par match. Euh, Moi, je trouve que ce qui est à noter sur cette équipe 2015-2016 des Warriors et sur leur attaque, c'est deux choses. La première, forcément, il y a la dimension star power qui est à citer parce que Stephen Curry, c'est la saison MVP unanime. Je sais pas si c'est la meilleure version de Stephen Curry, mais c'est sans doute la version de Stephen Curry où il était le plus sur un nuage. Et il y a énormément de matchs en fait qui tournent parce que Stephen Curry prend des coups de chaud qui sont dingues et notamment des coups de chaud à 3 points et ça c'est la saison aussi qui a un peu révolutionné le jeu. Mais je trouve et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu trouves pas que cette version des Warriors 2015-2016, alors peut-être qu'on peut citer les Spurs un peu avant, mais c'est le début d'un espèce de contre-move de l'héliocentrisme. On est à un moment donné où l'héliocentrisme est très très haut dans la NBA, il va rester très haut encore quelques années. On voit aujourd'hui des équipes qui sont quand même plus collectives. D'ailleurs, un élément moi qui m'a marqué en regardant les 10 dernières années, c'est l'augmentation des assist percentage sur les 10 dernières années qui ne font que monter, monter, monter. Et aussi des assist turnover. Enfin, tu as du ratio assist turnover qui fait que monter, que monter. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette équipe des Warriors, elle est aussi un marqueur de cette alternative à l'héliocentrisme. Et c'est un peu le début de ça, tu vois. Et du coup, aussi pour ça, je suis obligé de les mettre haut, outre que le fait que c'est une attaque délirante, quoi, pour le coup, quoi. Ouais, moi je les avais pas parce que je me suis dit je vais pas citer deux Je comprends. attaques une année après l'autre. Mais ouais, ils étaient injouables. Curry, il fait sa meilleure saison en carrière. Et puis on a vu, enfin c'est la saison où on a vu à quel point est-ce que Curry il pouvait être ultra dominant en tant que franchise player. Que la saison d'avant finalement il y avait moins de volume. Là en fait il pète un câble mentalement. C'est peut-être la meilleure saison de l'histoire individuelle en régulière mentalement. Genre ce qu'il fait en fait c'est ouf. Parce que pour tourner à 45% à 3 points c'est pas juste de la technique tu vois. C'est que mentalement faut être taré quoi. Ouais. Et, et donc ouais c'est une équipe bah, finalement après aussi ils se sont quand même un peu chiés dessus en playoff. Enfin, ils se chient déjà un peu dessus face au Thunder. Ils arrivent à revenir parce que le Thunder, il y avait des problèmes un peu structurels et en plus, peut-être que les mecs s'entendaient pas trop. Et après, ça blew a 3-1 lead en finale. Et on a vu quand même deux, trois soucis offensifs avec le fait que quand t'as des équipes qui sont capables de switch un peu sur tous les postes, on a vu les limites, tu vois, d'un Curry par exemple sur de l'ISO ou sur du pick and roll, quoi. Bah effectivement, cette équipe, elle avait du drive parce que Curry était très fort en drive, mais il y avait vraiment que lui. En fait, autour du drive de Curry, il y avait vraiment rien. Et peut-être qu'effectivement, leur jeu de passe et de spacing est pas encore complètement. Enfin, si, en fait, il est très très haut, mais effectivement, en fait, il y a un contre. Enfin, je trouve qu'en fait, il y a deux équipes qui ont le contre-move un peu. C'est OKC et les Cavs, mais si tu sors de ça, c'est une équipe qui offensivement détruisait absolument tous leurs adversaires. Mais effectivement, les Cavs avaient trouvé un peu cette alternative avec le switch all qui était une bonne réponse. Ouais, t'as raison. Pour le coup. Petit élément supplémentaire quand même, je note quand même, c'est sans doute la meilleure saison en carrière de Draymond Green, qui tourne à 14 points par match, 9,5 rebonds, 7,4 passes, 1,5 steal, 1,4 blocs. Il est top 7 au MVP, il est top 2 au DPOY, il est seconde défensive, il est première defensive team all time, defensive team là, et il est deuxième All NBA. Donc la saison de Draymond, elle est absolument colossale. C'est le moment aussi où on se rend compte que Draymond Green est un joueur dingue. Et notamment un joueur dingue, parce qu'en fait, c'est le début un peu de ce format où tu vas mettre un intérieur en hub offensif de création de jeu et qu'on aura vu après. Le prémisse c'était peut-être Boris Dio, mais qu'on aura vu encore après avec un certain Nikola Jokic. Et donc, Warriors 2015-2016 en numéro 3, je te donne la main.
pour le numéro 4 du coup. Ouais, je viens juste de checker. En fait, ils sont à plus 8,1 de, d'offensive rating par rapport à la moyenne. Et c'est le meilleur score sur la décennie. En quatrième, Attaque solide. moi, j'ai les Nets 2021. Ah, ok. Plus 6 d'offensive rating par rapport à la moyenne. Très très solide. 3 All-Stars. Seulement un All-NBA avec Kyrie. Je pense que c'est le trio. Donc Harden, KD, Kyrie, c'est le trio le plus talentueux offensivement jamais assemblé. Je trouvais que tu avais un niveau de scoring qui était presque indéfendable, avec en plus quatre mecs qui sont quand même capables d'avoir du playmaking et d'avoir du passing, notamment quand même avec Harden et un peu avec Kyrie. Et en fait, sur la régulière, tu as trois joueurs à plus de 24 points par match et 5 passes D de moyenne. Et en plus, ils sont meilleure attaque cette année-là. Alors, c'est l'année du Covid, c'est vrai. Mais Kyrie et Harden, je crois que Harden joue que 35 matchs. Et voilà. Et puis, c'était une équipe, en fait, où on sentait un peu venir l'échec en playoff parce que c'était beaucoup trop tourné sur l'offense. Il n'y avait pas assez de bons role players, leaders défensivement. On l'avait un peu vu venir que trader pour Harden, alors que tu as déjà Kyrie et KD, c'était pas la meilleure solution du monde. Mais en fait, ils ont produit une attaque cette année-là qui était assez folle. Et en playoff, tu as 7 joueurs à plus de 36% à 3 points. Les trois mecs, plus Joe Harris, Blake Griffin, Landry Shamet et Jeff Green. Donc ça va pas très loin en playoff, ça s'arrête en demi de conf. Mais je trouvais qu'offensivement, en fait, tu pouvais pas faire mieux, quoi. Alors ça manquait un peu d'identité parce que Steve Nash, la carrière de coach, bon, elle a pas duré longtemps. Je sais pas si tu pouvais vraiment mettre une identité autour de ces trois mecs-là. Mais il y avait vraiment le côté, ouais, ils étaient tellement forts qu'ils avaient même pas besoin d'être coachés et juste tu les fous sur le terrain. Et les mecs, en fait, ils seront injouables en attaque. Ouais, je comprends que tu les aies mis. Pareil, ça fait partie des équipes où j'ai hésité de les mettre et je les ai pas mis à cause des playoffs. Pour le coup, ils sont moins impactants, mais notamment parce qu'ils ont des problèmes de blessures assez importants en playoffs, hein. C'est quand même essentiellement ça qui vient les impacter. Et je les ai pas mis aussi parce que je suis complètement d'accord avec toi. Il y a cette dimension en termes de, tu vois, de star power et de talent individuel. On est peut-être même au-dessus des Warriors de 2017, tu vois. Parce que pour le coup, si on met de la valeur dans la création pour les autres, ben là, le niveau de création pour les autres, t'as juste James Harden qui est colossal. Alors c'est peut-être pas le prime de James Harden, c'est peut-être le début un peu du déclin quand même. Mais il prend une version de lui-même qui est hyper playmaker au Nets, qui est vraiment intéressante pour le coup. Mais effectivement, il y avait très peu d'alchimie finalement dans cette équipe. Il y avait énormément de blessures et du coup beaucoup de mal à installer ce jeu collectif. Et j'avais un peu la sensation qu'à chaque fois qu'ils se frottaient à une défense un peu forte, bah, ça coinçait parce que tu avais un problème un peu de répartition des rôles, un problème d'automatisme. De toute façon, les automatismes n'étaient pas là. Et un peu l'impression que cette équipe était condamnée à être limitée aussi offensivement. Alors en plus, tu as raison, hein, ils avaient un gros problème défensif, pour le coup. Mais tu vois un peu ce mélange de manque d'alchimie, peu de matchs finalement ensemble et beaucoup de mal à jouer ensemble, moi me les a pas mal pénalisés pour le coup dans mon classement et c'est pour ça que je les ai pas mis, tu vois. Ouais, il y a un côté un peu what if avec cette équipe, mais tu vois, quand je vois Ouais. qu'ils ont réussi quand même à accrocher les Bucks en 7, alors que Harden, il joue sur une patte et que Kyrie, il se blesse aussi au bout d'un ou deux matchs, ils avaient quand même bien défoncé les Celtics au premier tour, hein. Ils leur avaient mis 4-1 avec des gros blowouts. Donc, ouais, je peux comprendre qu'on ne les ait pas parce qu'il n'y a pas eu assez en playoff et que ça n'a pas duré longtemps. Ça manquait d'alchimie. Mais je trouvais qu'ils étaient tellement forts individuellement que même sans alchimie, même sans leader un peu dans le vestiaire, je pense que c'est une équipe qui aurait largement pu aller au bout, quoi. Parce que Et, offensivement, t'étais trop fort. ouais, et puis je trouve que ça pose un peu la question de comment tu considères le talent individuel parce que tu vois si tu prends la série contre les Bucks en fait ce qui marche c'est je trouve elle est un peu à part même dans les 10 dernières années cette série contre les Bucks c'est vraiment un pic d'un scoreur individuel qu'on n'a pas eu en fait sur les 10 dernières années. Le plus haut pic d'un scoreur individuel des 10 dernières années, bah, c'est KD contre les Bucks. Et en fait, moi j'avais pas mal re-regardé cette série-là il y a peu enfin bref pour une vidéo, peu importe. Et le constat que je faisais, c'était que le jeu collectif, c'était le néant en fait des Nets. Mais par contre, que Kevin Durant, il est sur une espèce d'île où il est tout seul, où les Bucks font le choix en plus de pas le doubler. On en a parlé dans une des drafts. Ils font le choix de pas le doubler, ils l'exploitent très très bien. Mais tu vois, j'ai pas du tout l'impression d'être face à une attaque qui est particulièrement bonne. Et t'as raison, en fait, elle est pas, de toute façon, elle est pas constituée pour jouer comme ça.
elle est pas constituée pour avoir un espèce de lien collectif. Elle est constituée pour tourner autour de Harden, Kyrie et KD en isolation, quoi. C'est d'ailleurs pour Ouais, ça qu'ils voilà. mettent Joe Harris, etc., etc. Et je pense que si tu fais un top 5 des mecs les plus indéfendables quand ils sont chauds, t'as forcément les 3 sur les 10 dernières années, tu vois. Donc Bah, c'est pour ça que je les avais top 4, ouais. si on avait fait le top 10 what if des attaques des 10 dernières années, ils auraient été premiers, je pense, sans la moindre discussion, en fait, tu vois. Enfin, genre, si on s'était dit même ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, même en mélangeant les deux, tu vois. Ils auraient été premiers, alors, ou peut-être au touche-touche avec les Warriors de 2017. Mais forcément, ouais, je comprends. Moi, je les ai pas mis parce que effectivement, je suis un peu trop dans le what if. Mais je trouve ça intéressant aussi de dire que cette équipe n'a pas été qu'un what if, en fait. Que cette équipe aussi, notamment en saison régulière, a été très dominante offensivement, Ouais. mais a eu du mal à le traduire autre part. Et bon, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a fait un peu les pénaliser pour le coup sur ce côté-là. Numéro 5. Alors, on va partir sur une équipe. C'est là où tu vois la dimension goût personnel et est-ce qu'on a intégré nos goûts personnels dans le classement, elle compte. Parce que moi, je les ai vraiment pris parce que je les prends froidement, mais j'aime pas du tout cette équipe. Et en fait, je suis un peu obligé quand même de prendre Boston 2023-2024, quoi. Parce que, alors vous avez pas la vidéo, mais sachez que Paul, au moment où je l'ai dit, il a baissé les yeux. Et moi, j'ai compris un truc de putain, on va quand même pas parler de cette équipe. Ouais, moi j'ai pris Boston 2023-2024, qui a tout simplement le meilleur offensive rating pour le coup des 10 dernières années. Ça fait pas tout. Qui est l'équipe qui marquait le plus de tirs à 3 points sur les 10 dernières années. Et surtout, qui est une équipe qui perdait très peu le ballon. Ils ont le meilleur assist turnover des 10 dernières années aussi. Et est-ce qu'on est d'accord si on dit que c'est l'équipe qui avait le meilleur spacing des dernières années? Enfin, ils ont construit un espèce de cheat code en fait autour de leur équipe. Effectivement, vous avez un jeu collectif qui est très pauvre. Enfin, qui est pas si pauvre que ça, mais une création pour les autres qui est assez pauvre. Mais tout se base sur deux choses: un spacing sur le 5 majeur qui est inégalé avec Porzingis en poste 5, qui est vraiment compliqué à défendre. En plus, alors fort en rotation, avec une qualité de shot making qui est, moi je trouve là encore inégalée dans ce qui a été prouvé, quoi, tu vois, si on sort des what if. Parce que c'est une équipe qui jouait énormément le pull-up à 3 points et qui en mettait énormément. Et en plus, autour de ça, autour de la star Jason Tatum et peut-être des deux stars Jason Tatum, Jalen Brown, tu as des connecteurs offensifs de niveau, mais vraiment mais excellent de chez excellent. Avec, allez, on va dire Al Horford, Jrue Holiday et Derrick White, qui sont à la fois polyvalents, à la fois adroits, très bons dans le jeu sans ballon. Et c'est une équipe où, en fait, on s'est dit pendant toute la saison, mais cette attaque, elle va s'effondrer en playoff. Parce que c'est le typique des attaques qui s'effondrent en playoff, parce que le coup du pull-up en isolation à 3 points, ça s'effondre en playoff. Et en fait, en playoff, ça s'est pas du tout effondré. Et alors, ils n'ont pas eu d'adversité en playoff, mais ça s'est pas du tout effondré. Et ils sont allés jusqu'au bout avec cette défense qui était all-time, mais aussi cette attaque qui pour le coup est all-time. Est-ce que tu les avais toi dans ton top 10? Et qu'est-ce que tu penses 2 ans plus tard de cette équipe de Boston de 2023-2024 dont on a peu parlé finalement durant ces différentes drafts? Ouais, si, je trouve qu'on en a pas mal parlé. Bon, moi, je les avais quatrième quand même, parce que, ouais, Ok. c'est peut-être l'équipe, derrière le top 1, c'est peut-être l'équipe qui a le plus dominé en régulière et en playoff, en fait. Donc, c'est pour ça que je les avais quatrième, plus 7,9 d'offensive rating par rapport à la moyenne. C'est la première team en fréquence de 3 points sur la SR, et c'est la deuxième adresse. C'était fou. T'as 5 joueurs à plus de 37% à 3 points en playoff. Horford, White, Jrue Holiday, Hauser et Pritchard. Donc ouais, comme tu l'as dit, c'était une attaque stéréotypée mais très profonde. T'avais tout le temps, en fait, tu pouvais tout le temps te permettre d'avoir un 5-out. Ils ont ultra dominé les playoffs alors qu'on s'attendait un peu à ce qu'ils galèrent parce que par moment tu te disais bon bah l'adresse à 3 points elle sera pas tout le temps là. Et en fait sur les playoffs elle était tout le temps là. Donc voilà. Après moi je les ai pas mis plus haut parce que je trouve que finalement ça manquait un peu de star system. Parce que Tatum on l'a vu quand même bien se chier dessus en finale. Il est même pas MVP des finales. Jalen Brown, c'est pas non plus un mec à qui tu fais extrêmement confiance. Et mais après, c'est une équipe qui m'a fait tort parce que je les imaginais quand même galérer en playoff et finalement ils ont pas galéré. Et tu vois, la saison d'après, je dis pas que ça compte parce que là on juge que sur une saison, mais la saison d'après, quand t'es un peu plus challengé, on l'a vu contre les Knicks,
On les a vus quand même enfin, se faire deux grosses remontadas à domicile, si j'ai pas de conneries. En fait, ils mènent de 20 points à chaque fois. Et ils continuent à spammer le 3 points, sauf que là, il y a un petit peu moins d'adresse, il y a plus de solutions. Collectivement, c'est pas si safe que ça. Et du coup, bon, Tatum s'est blessé, mais qu'au moment où il se blesse, il y avait 3-1 Knicks quand même. Donc, je dis pas que ça a joué, mais finalement, tu vois, peut-être que c'est peut-être aussi ça qui fait que je peux pas les mettre moi dans mon top 3. Mais parce que toi, tu les avais combien au départ? Tu les avais troisième ou quatrième? Ouais, moi je les avais troisième pour le coup. Ok. C'était ma première équipe après les deux Warriors pour le coup. Ouais. Donc c'est pour Euh, ça. C'est pour ça que je les ai ouais. pas mis plus haut parce que manque de star system, attaque trop stéréotypée, qui était pas si safe que ça. Par contre, c'est vrai que sur l'année, ils étaient injouables. Mais j'aurais aimé qu'ils soient challengés. Je pense qu'une équipe comme Denver aurait pu les challenger, mais ça n'a pas été le cas. Donc je peux comprendre qu'on les mette très haut. Une équipe aussi un peu mastodonte sur le ciblage du mismatch, qui ciblait extrêmement bien le mismatch. Pour le coup, une vraie capacité à aller attaquer le défenseur le moins fort. Avec un peu d'alternance avec le jeu au poste aussi de Porzingis quand même, qui pouvait être là, alors qu'on avait moins vu en playoff parce que Porzingis avait été blessé, mais qui pouvait exister. Je trouve que la principale carence de cette équipe, c'est le cruel manque de capacité de drive et de playmaking sur le drive, qui est une arme essentielle des très bonnes attaques, à la fois la capacité à driver et à créer du jeu sur le drive, et ça pour le coup, il l'avait pas du tout, et je pense qu'effectivement, ça s'est beaucoup vu la saison suivante, et donc ils étaient très dépendants de leur adresse à 3 points, mais bon, comme on joue une saison, tu vois, du 15 octobre on va dire au 15 juin, bah pour le coup, du 15 octobre au 15 juin, ils n'ont jamais eu de panne au moment important. Ça a été sur la saison d'après. Et donc, si on doit juger sur une saison complète, effectivement, on est là-dessus. Mais je comprends bien l'idée de se dire, euh, c'est une attaque dont j'ai pas envie de me fier à cette attaque. J'ai pas envie d'attaquer comme ça, en fait. T'as pas envie d'attaquer comme ça. Parce que c'est très, très basé sur la variance. Et bon, ils ont eu une saison entière où ça a mis dedans. Mais bon, une fois de plus, en playoff, ils ont été extrêmement peu challengés. Notamment, ils n'ont pas affronté Denver, qui était un peu leur némésis pour le coup et qui aurait pu vraiment les gêner. Et ils sont allés jusqu'au bout. Donc, pour le coup, toi, tu avais troisième, quatrième. Le jeu de la draft fait qu'ils sont cinquième. Pour le coup, les Boston Celtics. Et donc, sauf erreur de ma part, je te laisse la main pour le numéro 6. En 6, j'ai les Rockets 2018 en sixième position. Plus 6.1 d'offensive rating par rapport à la moyenne. Très sérieux. Un All-Star seulement. Et un All-NBA, donc, avec Harden. Ils sont à 36% à 3 points, avec une fréquence de dingue. Ils étaient largement au-dessus des autres. Mais ça baisse quand même un peu en playoff, avec 33% à 3 points. C'est la team qui prenait le plus de 3 points en SR et de loin. Et je trouve que en fait, le backcourt Harden et Chris Paul, je pense que c'est le meilleur backcourt qui a été qu'on a jamais vu en termes de niveau de scoring plancher et playmaking. Tu vois, les deux, en fait, c'est des playmakers incroyables et même des scoreurs incroyables, surtout avec Harden, mais même Chris Paul, tu vois, c'est un des meilleurs scoreurs mid-range all-time avec un 3 points très solide. Donc, t'avais un backcourt qui était mais indéfendable quand ils étaient dedans. C'est la saison où Harden est MVP. Maintenant, moi, je peux pas les mettre plus haut parce que je trouve que derrière Harden et CP3, c'est quand même assez fade. Même si t'avais des bons shooters, c'était des 3&D, mais c'était des 3&D en fait pas estampillés 3&D comme aujourd'hui. C'est-à-dire que t'avais quand même des mecs qui avaient très peu de mal à drive comme Ariza ou PJ Tucker. Donc, et c'était pas non plus des si bons shooters que ça à côté d'eux parce que, comme je l'ai dit, ils ont shooté qu'à 33% en playoff. Et on se rappelle quand même qu'ils ont loupé 27 3 points quand il n'y avait pas Chris Paul. Donc voilà. Et puis même avec Chris Paul et Harden, je trouve c'est quand même deux joueurs, si on est honnête. Moi, je les adore, mais c'est deux joueurs qui ont montré aussi certaines limites en playoff. Alors, Chris Paul, je pense que c'est plus lié à sa Ouais, taille. Chris Paul un peu moins aussi. Et puis Chris Paul Ouais. beaucoup lié aux blessures, j'ai l'impression. Oui, Peut-être un peu voilà, c'est moins beaucoup lié. lié aux Ouais. blessures. Et je pense Mm. que vu que quand tu fais 1m83, bah forcément, Mm. quand tu es aux toutes meilleures défenses de la ligue, bah il y a un moment où tu montres un plafond. Mais Harden, c'est plus dans les fins de série de playoff où il a montré des limites comme sur la série en 2018 en finale de conf face aux Warriors. Mais pour moi, ça a largement sa place dans le top 6. Je les avais cinquième et je trouvais que c'était une attaque tellement spéciale et tellement unique aussi, avec toute cette ISO autour de Chris Paul et Harden qui était injouable là-dessus. Moi, je les avais sixième pour le coup. Donc, je les retrouve à la place où j'avais voulu les mettre initialement. C'est, on l'a dit avec Kyrie Irving et LeBron James, on est peut-être encore plus loin dans le one-two punch, dans les formes d'attaque. Ce qu'on appelle le one-two punch, c'est vraiment d'avoir
un porteur de balle primaire à qui on donne énormément la balle et qui crée tout seul, et avoir un lieutenant qui est un peu sur le même profil, qui lui aussi crée énormément. Et en fait, ce qu'on appelle un one-two punch, c'est beaucoup de jeux d'isolation entre les deux. Est-ce que c'est le meilleur one-two punch de la décennie pour toi, ou est-ce que le meilleur one-two punch de la décennie, ça reste quand même LeBron Kyrie? Ouais, je mettrais quand même LeBron, Kyrie et Curry, KD devant. Mais Ouais. je vois ce que tu veux dire. Ouais, Curry KD, pour moi, on n'est pas dans un style one-two punch. C'est plutôt deux stars qui jouent ensemble dans un système qui est plutôt un système de motion offense. Euh, ouais, en tout cas, je sais pas s'ils sont meilleurs que LeBron et Kyrie, mais c'est les deux qui ont le plus masterisé le style one-two punch. Parce que pour le coup, le marqueur de cette équipe, c'est vraiment le jeu en isolation. On n'a jamais eu une équipe, en fait, enfin, on n'a pas eu sur la décennie une équipe qui jouait autant l'isolation. D'ailleurs, ça se traduit dans leur assist percentage, pour le coup, qui est très très bas. Ils sont à 55,7% d'assist percentage, ce qui est extrêmement bas, en fait, par rapport aux autres équipes que j'ai dans le top 10. C'est la seule en dessous des 60%, par exemple, et ils sont pas un peu en dessous des 60%, ils sont en dessous, ils sont à 55%, quoi. Donc ils sont très très bas. Moi, je trouve que la force de cette attaque, c'est pas tant son efficacité, mais de toute façon, son but, enfin, c'était une attaque qui attaquait beaucoup de demi-terrain, il n'y avait pas énormément de jeux de transition. Son but, c'était surtout de contrôler le tempo pour moins subir possible, pour le coup, en défense. Moi, je trouve que la force de cette attaque, c'était vraiment sa cohérence. Je trouve qu'on avait atteint une espèce de niveau de cohérence qui était très très haut et qui faisait que la symbiose entre Harden et Chris Paul était absolument parfaite en fait. Et le moment où Chris Paul venait au relais de James Harden, c'était toujours le moment où il fallait. Et ça tombait toujours à point. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont en tête la saison de Chris Paul, alors que statistiquement, on n'est pas sur une saison colossale pour Chris Paul. Je crois qu'on est à 18 points de moyenne, 8 passes, quelque chose comme ça. Mais il y avait une espèce de sensation de justesse, en fait, dans ce que proposait Chris Paul autour d'Arden qui était assez dingue. Tu peux aussi ajouter Eric Gordon pour le coup, qui complétait bien ce style de jeu-là, beaucoup d'isolation et assez agressif, et qui d'ailleurs émerge bien durant les playoffs et est assez impactant. Il fait des très bons playoffs. Et je trouve qu'aussi, finalement, alors après, il avait deux personnes pour le servir qui étaient assez incroyables, mais dans ce jeu-là, Capella avait aussi bien réussi à choper le truc du dunker spot, de rester pour flotter un peu près du cercle. Il était extrêmement bien servi, mais tout ça était excessivement efficace. Et probablement d'ailleurs qu'un niveau de cohérence comme ça, avec les joueurs d'aujourd'hui, ça serait super intéressant parce que tu l'as dit, ce qui limitait un peu cette équipe, c'était que les role players étaient vraiment des FUND purs et durs et incapables de faire autre chose. Peut-être que si on les mettait avec des joueurs comme on a aujourd'hui, qui sont des FUND qui savent un peu faire des choses, qui sont incapables de faire un peu de, tu vois, un peu de connecting. Je voyais Lou Dort sur le début de saison, parfois faire des séquences dont PJ Tucker et Trevor Ariza sont absolument incapables de faire en fait. Bah, peut-être que on serait monté sur l'offensive rating, on aurait eu des trucs vraiment intéressants. T'as raison, la limite de cette équipe, c'est sa surdépendance aux 3 points. Mais je sais pas si t'as ce même avis sur. Tu vois, en fait, moi, quand je prends les 10 dernières années, la seule attaque que je trouve aussi cohérente qu'eux, c'est peut-être celle des Warriors 2015-2016, quoi, tu vois, mais je trouve que le niveau de cohérence est fou, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc unique dans l'histoire et qu'on verra peut-être pas. Parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'avoir une profondeur d'effectif et surtout un troisième joueur qui peut quand même faire le taf en attaque ou un quatrième, c'est important. J'ai Mhm. l'impression qu'on verra peut-être plus jamais une équipe euh, faire les choix qu'ont fait les Rockets cette année-là. Parce que finalement, même aujourd'hui, où c'est que 7 ans plus tard, c'est con, mais c'est plus le même basket, quoi. Les équipes, elles se construisent différemment. Ouais, ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Peut-être dernier élément, juste à citer sur cette équipe, c'est encore autour de Chris Paul, mais on a vu tellement de top stars pas réussir à s'accorder avec une autre star que je trouve que ça note aussi de l'intelligence de Chris Paul et de la capacité d'adaptation de Chris Paul que moi j'avais trouvé fou. Enfin, si vous prenez la carte Chris Paul avant d'arriver à Houston, c'est quand même un. Enfin, je sais même pas si on est un initiateur primaire, c'est plus que ça, c'est un joueur système, quoi, pour le coup. Quand il sort, pour le coup, des Clippers, il est le système. Tous les ballons passent par lui, absolument tout passe par lui. Il arrive à Houston, il passe arrière, et il se met à jouer des isolations du spot-up tir, et il est très fort. Je trouve que une des plus belles preuves de la qualité du joueur qui était Chris Paul, c'est cette adaptation en arrivant à Houston, qui finalement est assez unique en fait. Tu vois, en aussi peu de temps. Si tu prends Dwayne Wade par exemple à Miami, ça a quand même pris un an. Ça prend toujours un peu de temps et lui, ça a pris, ça a été instantané.
Et je sais même pas comment Houston a eu cette vision en fait de se dire Chris Paul va pouvoir réussir à être un arrière et d'un coup 6 mètres. Enfin, franchement, je me rappelle à l'époque, j'avais trouvé ça un peu déconnant, quoi. Tu t'es dit, enfin, comment ça mettre. C'est les deux plus gros porteurs de balles de la ligue, presque, quoi. Et je vois pas comment ça peut marcher. Et en fait, Chris Paul, en un instant, il a compris tout ce qu'il fallait faire et c'était nickel. Il est devenu arrière. Bref, incroyable. Tu vois d'autres choses à dire sur ces Rockets là ou est-ce qu'on passe au Non, numéro c'est 7? bon. Eh bien, le numéro 7, je vais retourner. Ouais, est-ce que je prends celui-là? Ouais, allez, je vais retourner en 2023-2024. Je vais prendre une équipe qui était finaliste cette année. Mais je vais pas prendre la version de cette année, je vais prendre la version de l'année dernière. C'est les Indiana Pacers de l'année dernière que je vais mettre du coup en numéro 7 pour le coup. Alors, pourquoi je prends les Pacers de... Alors, non, je vais faire dans l'autre sens. Pourquoi déjà les Pacers ont une attaque élite depuis 2 ans? Je pense qu'ils ont une attaque élite parce qu'ils ont une gestion du rythme qui est absolument folle. C'est une des seules équipes en fait qu'on a vu dans l'histoire de la NBA jouer aussi vite et perdre aussi peu le ballon pour le coup. Tout ça, donc effectivement, autour d'une pace qui est assez impressionnante. C'est eux qui ont instauré un peu l'attaque, même sur panier encaissé, qui est un truc un peu unique. Et moi, je mets la version 2023-2024 plutôt que la version 2024-2025 parce que je trouve qu'Haliburton était vraiment incroyable sur cette saison-là, notamment sur la première partie de saison, et qu'il ajoutait à cette attaque-là de relance un élément qui était décisif, notamment sur les 5 premiers mois, qui était le pull-up sur le pick and roll, qui faisait que cette attaque était aussi injouable sur demi-terrain. Haliburton a eu en fait un laps de temps qui a duré à peu près un an à cheval entre la saison 2022-2023 et 2023-2024 où en fait il s'est mis à rentrer tous ses pull-ups à 3 points et donc déjà que c'était le meilleur alimenteur ou alimentateur, je sais pas comment dire, de jeux de transition et de jeux rapides, il est devenu aussi le laps d'un temps un incroyable joueur de demi-terrain. Et du coup, je savais pas trop laquelle prendre des deux, j'ai préféré prendre celle-là qui me paraissait un poil meilleure. Mais quoi qu'il arrive, je voulais prendre les Pacers que je mets en numéro 7. On est, élément important, tu vois, moi quand je prends mon top 10, c'est l'équipe qui a, c'est assez dingue, c'est l'équipe qui a le meilleur ratio assist-turnover. Ils sont à 2,38, alors qu'on est clairement sur une des équipes qui a le jeu le plus risqué. Ce qui est quand même assez ouf en fait. Mais ça, c'est un peu de la magie de Tyrese Haliburton. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe? Moi, je les avais sixième, sauf que moi, j'avais la version 2025 et pas 2024. Ce qui est pas du tout cohérent avec mon septième, parce que mon septième, j'ai mis plus d'importance sur la régulière. Mais ouais, moi j'ai mis le 2025 parce que les playoffs, en fait, ils sont ultra dominants avec un Haliburton ultra clutch. Mais la régulière est bien plus dominante en 2024, où ils sont meilleure attaque de la ligue à plus 5,7 d'offensive rating au-dessus de la moyenne, alors qu'en 2025, ils sont à plus 2. Mais j'ai mis 2025 parce que sur les playoffs, ils vont jusqu'en finale, ils battent quand même des grosses équipes, que ce soit en demi-finale, en finale et en finale, ils accrochent quand même une défense du Thunder qui est injouable. Et eux, ils arrivent à prendre 3 matchs avec, on en a pas mal parlé hein, des Pacers, mais voilà, avec un jeu collectif où en fait la balle bouge beaucoup, avec un génie à la création qui est Haliburton, une deuxième option très solide avec Siakam, et avec des mecs aussi mentalement qui ont toujours réussi à step up dernièrement en playoff, comme Nembhard et Nesmith, qui sont des vrais bons shooters à 3 points, pareil pour Turner. Et il y avait en fait, il y avait un côté un peu ultra impressionnant dans ce five out parce qu'il n'y avait pas de solution. Je trouvais la plupart des équipes n'ont pas trouvé de solution. Même le Thunder a eu du mal à trouver des solutions. Et qui sait, ça se trouve, si Haliburton était là dans l'entièreté du Game 7, ils auraient pu perdre parce que le fait que Haliburton peut en fait euh, cibler plein de mismatchs, même des intérieurs qui sont très mobiles de base. On pense tu vois, à Jarrett Allen qui est plutôt mobile mais qui l'a défoncé en demi-finale, même Hartenstein ou Chet. Et derrière, pareil pour les Siakam ou les Turner qui sont capables qui ont un vrai jeu au poste et qui sont capables de punir les mismatchs. Et sur transition en plus, ils étaient très forts. Il y avait de la profondeur d'effectif quand même si c'était pas si ouf. Il y a 3 joueurs à plus de 42% à 3 points sur les playoffs, c'est dingue. Mais je comprends qu'on est 2024 parce que sur la régulière c'était plus dominant, c'était plus impressionnant, quoi. Peut-être que ce qu'on peut se dire, moi je trouve, c'est que l'équipe de 2024-2025, elle est beaucoup plus faite pour les playoffs que celle de 2023-2024, qui a tous les critères
d'une vraie équipe de saison régulière. Le jeu très rapide, il y a des changements un peu structurants dans cette équipe. Le passage de Obi Toppin à Pascal Siakam. Non, je me trompe. Le poste 4, il me manque le poste 4 de 2023-2024. J'ai un petit trou de Bah, en mémoire. fait, Siakam, il joue pas toute la saison en Oui, 2023-2024. Donc, il arrive aussi, en février, c'est pour mais ça que... avant, c'est qui joue 4? J'ai un petit doute. Bah, c'est Toppin en fait. C'est Toppin qui est titulaire. Pour le coup, et Toppin, pour le coup, alimente beaucoup plus le jeu de contre-attaque. Il y a un autre changement structurant, c'est Buddy Hield remplacé par Nembhard. C'est des profils un peu différents, mais c'est vrai qu'en fait, sur une bonne partie de cette saison, l'équipe elle est vraiment tout fait pour l'attaque, quoi. Donc forcément, ça alimente ce jeu d'attaque. J'ai pas trop de doute sur le fait que l'équipe version Siakam Nembhard est une meilleure équipe que la version Buddy Hield de Tyrese Haliburton. Mais effectivement, ça a alimenté une attaque Ouais, assez et dingue, je quoi. trouvais quand même qu'il manquait de la synergie en 2003, 2020, 2023-2024 entre Haliburton et Siakam. On l'a pas trop vu. Et on le voit beaucoup plus sur les playoffs 2025. Mais c'est normal parce qu'en 2024, c'était encore une équipe très jeune et qui avait besoin d'apprendre et qui a montré qu'elle pouvait déjà être dominante, quoi. Ouais, moi ce qui m'a fait vraiment changer, c'est que je trouve que la version d'Ali Burton 2023-2024, c'est vraiment sa meilleure version. Notamment avec ce truc là un peu sur le pull-up sur le tir, ce qui ceci dit n'a pas duré toute la saison. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur les Pacers, 7ème donc, ou est-ce qu'on passe au 8ème? Non, c'est bon. Eh ben dans ce cas-là, on passe au 8ème, et je te laisse la primeur. En 8, c'est pas aller très loin en playoff non plus, mais c'est Ouais. les Cavs 2025 que j'ai mis en 8 parce que bah, t'es à 7,2 en fait au-dessus de la moyenne d'offensive rating sur la régulière. C'est le troisième meilleur score sur la décennie, derrière les Warriors 2016 et les Celtics 2024. Donc une régulière ultra dominante à 3 All-Stars, 2 All-NBA avec Donovan Mitchell et Evan Mobley. C'est une équipe qui était on fire en fait à 3 points, notamment sur la première partie de saison. Ils sont quand même à 38% en régulière sur l'intégralité de la saison. C'est l'équipe qui était la plus à droite sur short mid sur la régulière et la deuxième team la plus à droite à 3 points quand même. C'est pas rien. Et, euh, et voilà, je les ai qu'en 8 parce qu'ils ont déçu en playoff. Maintenant, il y avait quand même une excuse des blessures. On a vu l'absence de Garland qui était blessé, où c'est quand même une équipe qui dépendait aussi pas mal du flow et de la consistance qu'apporte Garland. Mais tu as un backcourt en fait ultra skilled avec Garland et Donovan Mitchell. Et Ty Jerome aussi en sortie de banc qui fait une superbe saison. Euh, Ton meilleur ami d'ailleurs, depuis qu'il a fait les playoffs ouais, 2024 depuis son 2025. 2 sur 22 au tir sur 2 matchs, c'est devenu vraiment mon meilleur pote. Mais si on est honnête, tu vois, genre, il y a eu une régulière qui était tellement dominante en attaque que pour moi, c'est top 10 des meilleures attaques sur la dernière décennie, même si tu prends en compte les playoffs. Parce que Kenny Atkinson, il a vraiment apporté un truc en plus à cette équipe, avec beaucoup plus de drive, avec des choix intéressants où en fait, il mettait plus Garland avec Allen et Donovan Mitchell avec Mobley. T'avais des vraies options en fait dans la raquette et sur le bas-court. Je trouve qu'il y a peu d'équipes quand même dans ce top 10, où il y a autant d'options en fait sur un peu tous les étages du jeu. Sur l'aile, tu vois, on a vu un DeAndre Hunter débarquer à la mi-saison, qui a un vrai talent au scoring. C'est pas pour rien qu'il est top 4 de draft. Donc, je sais pas si toi tu les avais top 10, mais moi je les avais 7e dans le classement, qui sont du coup c'est 8e dans la draft. Écoute, Paul, je te dois un mea culpa. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je lis mon gros tableau, là, Excel, avec mon équipe. Et en fait, ma première entrée dans le tableau, c'est les cases 2024-2025. Et normalement, je les ai en quatrième, moi, dans mon top 10, mais je les ai oubliés quand on les a cités. Non, mais en fait, je les ai en quatrième, pour le coup, les cases 2024-2025. Donc, bien évidemment, qui méritent d'être dans ce top 10. Et en fait, j'aurais dû les prendre plus tôt, pour les coups, notamment, pour le coup. J'aurais dû les prendre, notamment, avant de prendre les Pacers, en fait. Ouais, alors les Cavs 2024-2025. Ouais, moi j'ai plusieurs éléments sur cette équipe-là que je trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'il y a une très très belle revue du spacing. Déjà, je trouve que l'utilisation du terrain qui est faite par Kenny Atkinson, elle est hyper intéressante. La revue un peu du rôle de Mobley d'ailleurs là-dedans est assez centrale. C'était un peu ce qui causait souci dans cette équipe. Et ce rôle de Mobley, plus sur des zones intermédiaires où on le mobilise un peu plus sur du drive, ce qui était assez étonnant comme utilisation et qui lui a donné pas mal de confiance, à la fois quand il était proche du cercle et loin. Je le trouvais vraiment intéressant. Tu as à la fois une alternance de jeu de pick and roll autour notamment de Darius Garland, qui était très à l'aise sur le pick and roll, et de jeu de système, qui est assez rare en fait. Souvent on a l'un, on a l'autre, mais eux ils avaient un peu les deux, avec des joueurs un peu plus comme Max Strus.
Je trouve, moi, ce qui me les a fait baisser un peu, l'a fait les mettre quatrième et pas plus haut, parce que je m'étais même posé la question pour les mettre plus haut, c'est je trouve que le star power est un peu juste. Je trouve pas que je trouve que la saison l'année dernière, Donovan Mitchell, elle est un peu surcotée. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui manquait à cette équipe-là, mais tu vois, pour moi, ils étaient à ça d'être vraiment très haut, parce que l'équilibre offensif de cette équipe, je le trouvais vraiment, mais plus qu'excellent. En plus, comme tu l'as dit, en sortie de banc, tu as des options qui sont hyper fonctionnelles. Je trouvais que Ty Jerome apportait vachement sa patte sur le pick and roll en étant plus agressif que Darius Garland pour lui et que ça marchait très bien. Que DeAndre Hunter aussi, effectivement, quand il arrive en milieu de saison, ça marche plutôt bien. Moi, c'est une attaque que j'ai adorée. D'ailleurs, je trouve que c'est une attaque qui a joué dans l'un des matchs les plus forts que moi j'ai vu de saison régulière de ces dernières années. C'est le OKC Cleveland à Cleveland de l'année dernière, qui est vraiment une masterclass de jeu offensif qui est sublime, notamment côté Cleveland, parce que côté OKC, c'est beaucoup de jeux d'OKC avec un très très fort spacing. Enfin, c'est un peu différent, mais la cohérence du jeu offensif de Cleveland, je pense que le maxima, c'est ce match-là. Donc non, moi je les avais quatrième et j'étais plus proche de les mettre dans mon top 3 que de les sortir du top 5, tu vois. Ah, Pour le donc coup. tu les avais beaucoup plus haut que moi en fait. Ouais, je les Est-ce que avais très t'es très haut. Et est-ce que tu es d'accord que en termes de connecteurs et de decision making de la plupart de tes joueurs, c'est peut-être la meilleure équipe en fait de tout ce top 10? Je pense que c'est vraiment une des meilleures équipes, une des équipes les mieux coachées, je trouve. C'est-à-dire que tu as l'impression que Kenny Atkinson a réussi à mettre en place un jeu à la fois hyper cohérent, mais surtout très bien transmis à ses joueurs. Et le fait qu'il soit très bien transmis à ses joueurs, tu voyais tout le temps les mêmes schémas. Tu as l'impression de voir tout le temps les mêmes schémas. Tu vois, t'avais pas une impression d'inspiration de la part des différents notamment role players, mais de parfaitement connaître ce qu'ils sont censés faire à tel ou tel moment. Et donc effectivement, tu as une qualité de connecting qui était extrêmement haute. Je pense que ça fait partie des équipes où si c'était dans un gros marché, l'équipe aurait explosé en termes de visibilité l'année dernière, tant le jeu était agréable à voir, tant cette équipe était belle à voir en fait, et tant il était agréable de les voir jouer. Pour le coup. Ouais, Donc c'est ouais, je suis sûr. complètement d'accord. Mais ouais, après voilà, c'est. Alors le star system, oui, je suis d'accord qu'il manquait quand même tu sais, un top 3 MVP hands down dans cette équipe. Et après, un mec comme Donovan Mitchell, c'est quand même un mec qui a montré qu'il pouvait step up en playoff. Même si, oui, il a toujours pas dépassé les demi de conf, même s'il y a des matchs où, quand ça part trop en hero ball, il saoule un peu. Mais il a quand même ce truc d'être injouable par moment sur drive, quand même un niveau de passing suffisant et un niveau de shoot suffisant qui fait que c'est pas genre une superstar, mais c'est quand même une grosse star aujourd'hui dans la ligue, quoi. Parce qu'il est capable de foutre des matchs à 50 points en playoff et que quand il est vraiment injouable sur drive, c'est compliqué de l'arrêter, quoi. Ouais, mais on revient au fait que moi ils étaient quatrième et pas septième. Et que le problème c'est que mes trois de devant, le Star Power est très fort, c'est les deux versions des Warriors. Et j'ai Boston 2023-2024 où c'est peut-être pas sur le Star Power, mais bon, enfin, Jason Tatum fait une saison absolument dingo quand même. Et puis il y a beaucoup d'éléments, et puis ils ont d'autres éléments aussi qui sont très forts. Mais effectivement, vu que mon sujet c'était de les mettre top 3 et pas de les mettre top 7, ben, c'est le Star Power qui m'a empêché de les mettre top 3, quoi. Mais pour le coup, je les avais extrêmement hauts. Donc les Cavs 2024-2025 sont 8e. Et je trouve que c'est pas du tout leur faire honneur et qu'ils auraient dû être beaucoup plus haut. Genre, c'est pas normal que les Cavs 2024-2025 soient derrière les Pacers, par exemple. Je trouve ça pas normal. Ouais, mais, ouais, mais moi j'ai donné plus d'importance aux playoffs parce Ouais. que je trouvais que mentalement, finalement, je trouve que le côté mental aussi dans une attaque, c'est un peu sous-coté, notamment pour mettre tes 3 points. Que c'est une équipe qui a flanché quand même en 3 points. C'est une équipe qui s'est reniée aussi offensivement contre les Pacers malgré les blessures. Et c'est pour ça que je les avais que 7e moi dans mon classement par rapport à ces raisons-là. Je comprends. Je comprends. Et puis de toute façon, je peux m'en vouloir qu'à moi, j'avais qu'à bien lire mon tableau. Pour le coup. Et donc, on va pouvoir passer au numéro 9 qui sera donc mon dernier pick de ces différentes drafts. Je vais m'arrêter là donc. Euh, et là, eh ben moi, je vais prendre les Nuggets 2022-2023. Pour le coup, les Nuggets version du titre. Alors, c'est pas une équipe, si vous allez regarder les stats, vous n'allez pas être sur une équipe qui va vous impressionner plus que ça. Ils sont à 116, enfin 117 quasiment d'offensive rating. Le pourcentage à 3 points, il est autour des 38%, c'est pas mal, mais pas dingue. L'assist percentage, il est à 66, c'est haut, mais pas fou. L'assist turnover, il est légèrement en dessous de 2, c'est haut, mais pas fou. Mais moi, je les ai mis hauts pour deux raisons. Allez, trois raisons. Bon, la première, c'est que quand on parle de star power, alors c'est bien d'avoir plusieurs joueurs, mais on l'avait mis premier, Nikola Jokic, d'ailleurs, notre draft sur les plus hauts pics offensifs individuels. J'ai un doute. Je sais plus si on avait mis LeBron ou Jokic.
J'ai un petit doute. Sur les saisons régulières ou playoffs? Ouais, je sais plus. Donc, je sais plus ce Playoffs, on qu'on l'avait avait mis fait. deuxième derrière LeBron Ah, c'est et en ça. régulière, on l'avait mis deuxième derrière Curry. Eh voilà, c'est ça. Bon, bah en tout cas, il y a Nikola Jokic, déjà qui a un argument pour l'attaque qui est dingue. Qu'en plus, sur les playoffs, on a un duo Nikola Jokic avec Jamal Murray qui est incroyable en fait, parce que le niveau de Jamal Murray sur ces playoffs-là est absolument incroyable. C'est quand même lui qui tue les Lakers. Il est le parfait complément de ce qu'est Nikola Jokic et de ce qu'il faut avoir avec Jokic. Puis le niveau de Jokic en playoff, c'est indécent. Je trouve que ce qui est très intéressant avec cette équipe de Denver, c'est que le système permettait pas de faire des explosions au scoring. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'offensive rating est pas si haut que ça. Mais ils avaient un espèce de niveau plancher sur leur attaque qui était incroyablement haut et qui pour moi était notamment lié au fait qu'en 2022-2023, on a commencé l'année dernière à comprendre un peu comment défendre ce système, mais en 2022-2023, j'ai l'impression que personne n'avait compris comment il fallait les défendre en fait. Et du coup, ils avaient vraiment un avantage stratégique qui était très compliqué à défendre pour eux, notamment autour du jeu sur Jamal Murray et du short roll sur Jokic, où Jokic est le meilleur joueur de short roll de l'histoire, pour le coup, parce qu'il a à la fois le flotteur, capacité de finir, mais surtout le passing, qui fait que tu mets les trois ensemble, c'est injouable. Il y a le développement de cette connexion avec Aaron Gordon sur le dunker spot, qui est repris par énormément d'équipes aujourd'hui d'ailleurs. Cette connexion sur le alley-oop, sur le short roll, mais qui n'était pas du tout si commune à ce moment-là. Et donc, je trouve que c'est une équipe qui aussi a été un peu révolutionnaire offensivement, en apportant cette réponse à la prise à deux du porteur de balle sur le pick and roll par la création sur le short roll, et qu'en fait aujourd'hui énormément d'équipes reprennent, tu vois. Tu prends une équipe comme Détroit par exemple, ils font jouer Jalen Duren parce qu'ils se disent avoir un pivot qui est fort sur le short roll, ça te rend une attaque viable. C'est pas une top attaque Détroit, mais une attaque viable, et en fait on se rend de plus en plus compte maintenant que les défenses elles ont compris comment défendre les pick and roll s'il n'y a pas un bon pivot de short roll, et donc eux ils avaient un peu un temps d'avance pour le coup là-dessus. Voilà, c'est pas une équipe qui fait des explosions offensives, mais je trouve que le niveau plancher était vraiment très très haut, quoi. Et pour le coup, tu vois, on parlait de Boston, l'aspect un peu attaque, pas fiable, t'as pas envie d'attaquer comme ça. Les Nuggets, j'ai l'impression que c'était tout l'opposé. T'as envie d'attaquer comme ça, tu te dis que c'est hyper fiable en fait, ce type d'attaque. Mais du coup, tu les avais combien? Tu les avais 8e ou 7e? Bah du coup là, je les pique en 8. En 9, Euh, en 9. je les Tu la pique en piques. 9. Je les pique en Ok. 9, ouais, effectivement. Et je les avais juste après les Pacers. Donc on est d'accord qu'on a les Pacers 2025 et les Cavs 2025 devant les Nuggets 2023. Alors moi j'ai les Pacers 2024 devant les Nuggets Ouais. 2023. Je pense pas que j'aurais mis les 2025 devant les Nuggets 2023. Ok. Pour le coup. Mais les Cavs, ouais, je les ai devant, ouais. Ouais, moi je les avais en 8 aussi, donc tu vois, à peu près dans le même range. Euh, je me demande si tu vois, sur un run de playoff, c'est pas genre le meilleur one-two punch sur un run de playoff entre Jokic et Jamal. Parce que en fait, t'avais une synergie de dingue entre les deux. Et en fait, t'as deux joueurs qui tournent à plus de 26 points par match et 7 passes D de moyenne sur les playoffs. Et en plus, sur les playoffs, les role players ont mis leur shoot, ce qui est quand même un petit doute. Et c'est pour ça que moi, je les ai que 8e, parce que ils sont qu'à plus 2,8 d'offensive rating par rapport à la moyenne. Surtout dans une saison où c'est peut-être la pire conférence Ouest, en fait, sur 20 ans, quoi. Enfin, les Kings qui sont 3e, lol. Donc c'était une conférence Est qui était pas ouf. Ils étaient qu'à plus 2,8 d'offensive rating par rapport à la moyenne. C'est pour ça que je les ai que 8e. Mais t'as un joueur qui est peut-être un top 3 joueur offensif all-time, et qui a bien assumé en playoff, parce qu'il y avait des gens qui avaient des doutes, et en fait, lui, il a fermé des bouches en playoff. Maintenant, moi, je les ai pas plu aussi, parce que je trouve qu'ils n'ont pas été challengés en playoff avec un vrai protecteur de cercle. C'est une équipe qui était injouable, en fait, sur cut. Et vu qu'ils ont pas affronté, tu vois, Bah, c'est comme la- affronter Anthony Davis, hein. Sur le protecteur de cercle. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai qu'ils ont affronté Bam Adebayo après. Et Mais pas mal non, mais ils n'ont pas après, ouais. affronté une défense injouable, tu vois. Mais Ouais, et mais puis est-ce que une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas affronté une défense injouable, c'est justement parce que Jamal Murray était injouable et que le décalage était permanent. Après, ils n'ont pas affronté une défense qui est vraiment allée chercher Jamal Murray, comme l'a fait l'année d'après Minnesota, très très haut, avec de la presse. Ça, ils n'ont pas affronté. Mais le problème, c'est que Murray avait de la liberté, il était tellement adroit que, en fait, il était obligé de le prendre à deux sur le pic. Et je sais, enfin, il aurait fallu une défense comme on a vu peut-être 1 ou 2 ans après. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont un temps d'avance. En fait, ils ont un gros temps mais d'avance. tu vois, on les a vus aussi quand même un peu galérer face aux Wolves.
Parce qu'il y avait justement un Oui, mix c'est de vrai. grosse défense sur le POA et en même temps grosse défense à l'intérieur avec Rudy. Et je trouvais aussi quand les Nuggets 2023, c'était une équipe qui n'était pas assez profonde. Ok, c'est les débuts de Christian Braun en playoff et il avait fait le taf et on voit aujourd'hui le très bon joueur que c'est. Mais il y avait qu'une rotation à 6 joueurs et c'est pour ça que je les ai un peu descendus aussi. Je comprends, mais il mérite quand même d'être du coup cité, je trouve, et c'est bien parce qu'en plus on les avait tous les deux. Et effectivement, ce côté niveau plancher est assez impressionnant. J'essaie juste de retrouver pour pas avoir de doute. Oui, alors il galère au premier tour contre les Wolves, c'est tout à fait ça reste relatif, hein, il gagne quand même 4-1 au final, mais c'est pas par l'attaque. Effectivement, c'est plus par la défense. Et je trouve que moi, ce qui m'empêche de les mettre plus haut, c'est que l'héliocentrisme est quand même hyper fort. Enfin, ok, il y a Jamal Murray et Nikola Jokic, mais autour, offensivement, alors tu l'as dit avec Christian Brown, c'est quand même faiblard, quoi, tu vois. Les Michael Porter, même les Aaron Gordon, même les Cadwell Pope. Alors oui, tous ils peuvent un peu attaquer des pick and roll. Il y a cette polyvalence, mais c'est un peu light, quoi. Après, bon, le problème c'est que les deux là, effectivement, la doublette là était tellement injouable que c'était compliqué de pas les mettre. Et donc on arrive au dernier, notre pick numéro 10, enfin ton pick numéro 10 pour le coup, qui va nous clôturer cette draft. Je te laisse la main. Tiens, je vais te faire deviner. Tu penses que j'ai pris qui là en 10? Te connaissant, je sais pas pourquoi, je sens bien les Sixers 2022-2023. Non, pas du tout. Je Ok, l'avais même pas en mention. moi je les avais dans le top 10 pour le coup. Ok. Euh, Allez, dernière chance. Dernière chance. Ah, putain, c'est compliqué là, comme ça, un peu le devine sans indice, c'est un peu dur. Moi, je peux me dire les derniers que j'avais. Moi, les derniers que j'avais, c'était les Sixers, c'était les Suns 2021-2022, et c'était les Kings 2022-2023. Les trois derniers que Ok. j'avais. Bah, ils sont là-dedans, mais pas la même année. Moi, j'avais les Suns 2021, Ouais, du coup en 9, mais que je vais prendre en 10. ouais. C'est l'année où ils font finale, avec deux All-Stars, Chris Paul et Booker, un All-NBA, Chris Paul. C'est une équipe qui était injouable en fait à mi-distance cette année-là. C'était la meilleure équipe sur short et long mid sur la régulière, avec un backcourt très fort, pour le coup très complémentaire entre les qualités au scoring de Devin Booker et un Chris Paul qui est quand même un peu vieux, qui a 35 piges, qui était donc plus dans un rôle de playmaker, avec quand même un autre joueur aussi dominant à mi-distance avec DeAndre Ayton, et puis même Michael Bridges finalement. Donc c'est pour ça que je les avais, tu vois, je les avais quand même dans le top 10. Mais j'avais la version de 2021 parce qu'ils sont allés en finale. Ils n'ont pas été ultra challengés en playoff et ils ont craqué contre les Bucks. Ils ont quand même montré un niveau plancher avec Booker, tu vois, qui fait un superbe dernier match, je crois, contre les Clippers et contre le Jazz en playoff, où il pète un câble, il met genre 40 points à 12 sur 13 au tir, un truc comme ça. Et, euh, et ouais, je trouvais que pour le coup, c'est une équipe qui était vraiment, même si en 2022, je crois qu'ils défendent encore mieux, ou ils arrivent à être top 3 défense ou un truc comme ça. Pour moi, c'était quand même vraiment une équipe d'offense. Et on les a vus craquer en défense parce que le front de court n'était pas assez dominant physiquement et des deux côtés du terrain face à Yanis. Et puis, tu vois, genre, on avait des doutes sur la carrière que pouvaient avoir les role players. Mais quand tu vois la petite carrière qu'a Michael Bridges, même s'il a ses limites, puis ce que fait Cam Johnson aussi par la suite, c'est des Ouais. mecs qui sont quand même des bons attaquants, tu vois, avec du shoot. Euh, il y a un peu de playmaking. Donc, ouais, pour moi, c'est top 10 en fait, les Suns 2021. Mais du coup, toi, t'as mis les 2022 dans le top 10, c'est ça? Ouais, alors moi j'avais en fait jusqu'au dernier moment j'avais la même version que toi et puis au dernier moment j'ai changé parce que je pense un peu sur le même effet que t'as eu toi avec les Pacers, un peu sur un truc de bah, l'année suivante ils sont tellement dominants en régulière que j'ai préféré prendre cette version-là. Mais j'ai changé au dernier moment. Donc du coup, je comprends parfaitement que tu es celle d'avant qui effectivement d'un point de vue statistique est un peu plus haute. Ils ont notamment une stat que j'ai trouvé dingue donc sur la version que tu cites, c'est qu'ils sont à 2,15 d'assist turnover, donc ils prennent pas beaucoup de risques hein, dans leur création pour le coup, mais énormément de contrôle. Ils sont à 2,15 d'assist turnover. C'est la seule équipe du top 15 à être au-dessus des deux et ils sont à 2,15. Donc ils ont vraiment un niveau de contrôle sur leur attaque qui est extrêmement haut. Moi, ce que j'adore dans cette équipe, putain, franchement, la carrière de Chris Paul, elle est juste hallucinante, quoi. Enfin, il passe de contrôleur de jeu hub offensif total aux Clippers à option numéro 2 arrière aux Rockets, puis après il revient aux Suns et il reprend ce rôle d'initiateur complet en fait du jeu. Et Devin Booker
Et je trouve qu'il offre à Devin Booker sa meilleure version. C'est une version de pur scoreur, avec peu d'initiation de jeu finalement, beaucoup de jeux en deux trois dribbles. Et moi, à ce moment-là, tu vois, je sais pas toi, mais moi, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, Devin Booker, c'est peut-être, genre, dans la nouvelle génération, pas le plus fort, mais il a rien à envier au plus fort, tu vois. Et d'ailleurs, on a vu que c'était un joueur incroyable, mais je trouve que depuis, c'est un peu perdu. Moi, j'aimais beaucoup l'utilisation de Monty Williams, de Devin Booker, pour le coup. Et donc effectivement, je les avais pour ces éléments-là. Effectivement, tu as aussi la dimension DeAndre Ayton qui est quand même très performant avec Chris Paul et Devin Booker. À ce moment-là, bah, c'est un joueur vraiment intéressant. Et ça coche effectivement beaucoup de cases. Moi, j'aime bien les attaques où il y a énormément de contrôle en fait. Alors j'aime bien aussi les attaques, tu vois, qui explosent, qui ont beaucoup de vitesse, mais ces attaques-là, un peu comme les Nuggets d'ailleurs, ou comme les équipes de Chris Paul de manière générale, ou comme les équipes de LeBron James en fait, hein, un peu historiquement, c'est des attaques que j'aime bien. Et donc effectivement, je les avais dans mon top 10 pour le coup, et bah, je suis content qu'on ait cité, tant pis si c'est pas la bonne version. Et donc ils vont conclure cette draft. On se fait un petit récap du coup. Numéro 1, Warriors 2017. Numéro 2, Cavs 2017. Numéro 3, Warriors 2016. Numéro 4, Nets 2021. Numéro 5, les Celtics 2023-2024. Les 6, c'est les Rockets 2017-2018. Le 7e, c'est les Pacers de 2024. 8e, les Cavs de 2025. 9e, les Nuggets de 2023. Et donc, dernier, les Phoenix Suns de 2021-2022. Bah écoute, ça fait un joli top 10, Paul. Je sais pas ce que t'en penses, on est pas mal là. Ouais. On est T'avais pas quoi en mal. mention, toi, du coup? On va venir sur les mentions. Je veux juste noter un truc avant les mentions. C'est que je trouve que le regard qu'on a eu sur les 10 dernières années, on a souvent quand même dans les résultats collectifs des équipes qui sont plutôt entre 2016 et 2018, assez hautes. Et en fait, tu te rends compte quand même que sur cette période-là, il y avait un énorme écart entre le top 2, top 3 et le reste de la ligue. Et que la ligue, c'est quand même non pas moyennisé, mais ce qui était un top 2, top 3 dans cette période-là est plus devenu un espèce de top 6, top 8, quoi. Et du coup, on a beaucoup d'impressions, notamment autour des Cavs, des Rockets et des Warriors, de surdomination par rapport aux autres équipes. Je sais pas si tu te fais la même réflexion que moi, mais je trouve que tu vois, en synthèse un peu de ce qu'on a vu sur les drafts, notamment collectifs, c'est un élément que je me note. Elles sont souvent très hautes, ces équipes. Ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, le niveau moyen de la ligue a beaucoup plus augmenté qu'à une époque. Qu'aujourd'hui, t'as des mecs, en fait, à 35 piges qui sont encore ultra dominants. Même des mecs qui nous saoulent un peu, comme des Rosanne, tu vois, mais il taffe quand même, il met ses 25 points par match avec ses 5 passes D. Et, euh, et c'est pour ça, t'as des mecs qui aujourd'hui durent facile 15 ans à un très haut niveau. Bon, je dis pas que c'est facile de durer 15 ans, mais il y a des mecs qui sont en train de le montrer, en fait, t'en as pas mal. Et le niveau des role-players est aussi bien meilleur, parce qu'aujourd'hui, les role-players, faut qu'ils savent tout faire ou presque. Alors qu'à une époque, tu foutais PJ Tucker dans le corner, tu savais ce que t'avais, mais tu savais surtout ce que t'avais pas, quoi. Hmm. Et effectivement, il y a une forme de moyennisation par le haut, et donc les écarts à la moyenne étaient peut-être plus importants dans ces années-là. Et donc c'est pour ça qu'on les retrouve souvent. Et donc, puisque c'était ta question, bah, ce que je te propose, c'est, moi de toute façon de mention j'en ai pas trop, j'en ai que deux, c'est qu'on fasse comme on fait d'habitude, c'est qu'on en dit deux mots de l'équipe et pourquoi on l'avait. Alors moi d'ailleurs c'était pas des mentions, ils étaient dans mon top 10, c'est mon neuvième et mon dixième. Mon neuvième c'était les Kings 2022-2023. Qui, je pense, est sur les 5 dernières années l'équipe que j'ai préféré voir en termes de juste de style. J'adorais regarder cette équipe. Je trouvais qu'il y avait pas mal de contrôle à l'inverse des Pacers sur la même année, où parfois je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens et j'avais du mal à comprendre un peu ce qu'ils essayaient de faire. Je trouvais que les Kings, il y avait énormément de contrôle dans ce qu'ils faisaient, donc en plus c'est la première offensive rating de cette année-là. Je trouve qu'aussi c'est une équipe qui a bien exploité le principe du hub offensif par l'intérieur, autour de Sabonis, pour justement pouvoir mettre autour des arrières qui sont des très forts scoreurs, mais qu'on décharge de la dimension playmaking, donc notamment De'Aaron Fox, qui en plus fait une très très bonne saison. Moi j'aime plutôt bien De'Aaron Fox, je suis plus haut que la moyenne je pense sur De'Aaron Fox, où je trouve que ses qualités de vitesse sont vraiment des qualités élites et elles allaient très très bien avec Sabonis. Je suis sans doute d'ailleurs aussi un peu plus haut que la moyenne sur Sabonis. Et en plus c'est une équipe qui fonctionnait extrêmement bien dans le clutch. C'est une attaque qui a bien marché en playoff, même s'ils sortent au premier tour contre les Warriors, mais l'attaque en soi elle a très bien fonctionné durant ces playoffs-là contre une bonne défense, hein, la défense des Warriors. Donc je les avais là. Au vu de ce que tu as esquissé à un moment donné, à mon avis, tu les avais pas. Mais je sais pas si tu gardes un souvenir de cette équipe. Moi, je la trouve surcotée de ouf, cette équipe des Kings 2023.
Bah, Ils sont meilleure attaque, mais dans une conférence Ouest, pas ouf. Sabonis, pour moi, c'est surcoté. Fox, légèrement, mais ça va. Ouais, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. mais moi, je trouvais qu'il y avait une cohérence de système que j'aimais beaucoup. Et pour le coup, ce qui m'a fait les mettre dans notre top 10, c'est aussi l'impression visuelle. Pour le coup, là, on est aussi sur. C'était mon dixième, en fait. Et on est aussi Ouais, ça sur va, je comprends. le. Tu sais, c'est un peu le dixième bonus. Vraiment, j'aimais beaucoup voir jouer cette équipe. Avec beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements sans ballon. Et d'ailleurs, une des premières équipes à utiliser ce jeu à 3 en tête de raquette pour libérer complètement la raquette, pour le coup. Qui fonctionne bien et que tout le monde a un peu repris d'ailleurs depuis, vu que tout le monde joue comme ça maintenant. Toi, t'as qui d'autre en mention? En 10, moi, j'avais les Clippers 2021, qui sont à Ouais. plus Ok. 5.3 d'offensive rating par rapport à la moyenne. C'était l'équipe quand même la plus à droite à 3 points sur la SR. 41,1%. Bon, ok, c'est le Covid, mais quand même. T'avais un Kawhi qui est peut-être sa meilleure régulière. Il est en load management, hein, comme chaque saison, mais il y avait vraiment des progrès énormes au playmaking. Parce que, bah, aux Raptors, même s'il a été injouable sur les playoffs, on avait vu quelques limites sur le playmaking et tu sens qu'il avait bossé, en fait, sur les deux années, sur ça, avec un grand Paul George aussi. Et puis, même les role players, tu vois, t'avais du Reggie Jackson, du Lou Will, du Marcus Morris, Luke Kennard, Batum. C'est des mecs, quand même, qui sont plutôt skilled, en fait, offensivement. Ouais. Hmm. Et donc, tu avais un spacing de fou furieux. Malheureusement, Kawhi se blesse. Mais moi, je pense que j'aurais pu les avoir beaucoup plus haut si en playoff ils font quelque chose. Après, bon, c'était pas une équipe très agréable à regarder. Il n'y avait pas vraiment une identité offensive. Je suis pas fan de Tyronn Lue, moi, donc je les avais dixième, mais quand même dans le top 10. Moi, je les avais dans mes mentions. Pour le coup, je les avais quand même rentrés dans mes mentions, mais je les avais pas dans le top 10. Et du coup, dernière équipe que j'avais qui était mon neuvième, que j'avais dans mon top 10, c'est les Sixers 2022-2023, comme je te l'ai dit avant. Équipe pas hyper agréable. Alors, c'est les Sixers version James Harden, Joel Embiid, hein, pour ceux qui repèrent pas, et donc version Joel Embiid MVP d'ailleurs. Euh, c'est une équipe déjà qui fonctionnait bien. Je crois que c'est la deuxième meilleure attaque sur la saison régulière de cette saison-là. Et alors attention, à ton avis, ils sont à combien, petit quiz, ils sont à combien de free throw rates sur la saison? Donc combien de possessions se terminent par des lancers francs? 30. Non, quand même pas. Ils sont à 25%. Ils sont à 4,2% au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps lancer franc en fait. Ils vont tout le temps lancer franc. C'est les deux meilleurs free throw merchants de l'histoire de la NBA, peut-être avec Joel Embiid et James Harden, et ils l'ont énormément utilisé. Je trouve que dans la qualité des attaques, il faut mettre beaucoup de valeur quand tu arrives à connecter tes deux meilleurs joueurs. Et là, pour le coup, la connexion entre les deux meilleurs joueurs était très forte. Euh, Joel l'a souvent dit d'ailleurs, il n'a jamais eu un aussi bon joueur pour le servir sur le pick and roll que James Harden. Ce qui m'empêche de les mettre plus haut, c'est que c'est pas du tout la meilleure version de James Harden. C'est un très bon playmaker, mais là, on est vraiment dans le début du déclin physique de James Harden. Et donc, sur la création individuelle et sur le scoring pour lui, il arrive à fonctionner sur son skills, mais il a plus du tout ce premier pas qui lui permet de passer l'épaule et de garder sa puissance physique pour terminer. On a le début de Tyrese Maxey, quand même, qui commence un peu à impacter. Et en fait, ben moi, je sais pas ce que tu trouves, mais moi, je trouve que cette attaque, alors ça s'est pas confirmé en playoff, mais c'est comme tu as dit, la partie mentale elle est importante sur l'attaque. Mais en saison régulière, il y avait vraiment un truc un peu insoluble quand même sur leur enfin, sur l'alternance de pick and roll et jeu au poste d'Embiid. Embiid est tellement fort, il est tellement fort, enfin, c'est assez incroyable. Et sur leur alternance de jeu au poste, pick and roll, franchement, personne trouvait de solution quoi. Ouais, c'était très dominant en régulière. Moi, je trouvais décevant quand même qu'ils perdent contre les Celtics. Après, il y a quand même deux chokers en playoff. Ils ont un historique quand même pas ouf en playoff. Et du coup, le free throw rate, tu sais qu'il allait pas trop être transposé en playoff, quoi, parce que t'as forcément moins de calls en playoff. Mais je suis d'accord que c'est un one-two punch de fou furieux, hein. Harden Embiid en régulière, t'as Harden qui tournait en 20 points 10 passes D et Embiid à 30 points par match, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est l'année Et- de Doc Rivers en plus, non? Ouais, c'est pour ça que je les ai même pas en mention, moi. Parce que Doc Rivers, ouais, et tu vois, on a pas mal parlé de Jokic dans les joueurs qui ont un prime incroyable offensif. Joel Embiid, le top Joel Embiid en saison régulière, c'est quand même un truc. Enfin, moi, j'aime pas Embiid, hein, mais il y a des passages dans la carrière d'Embiid où j'ai souvenir d'enchaîner 4-5 matchs de suite et de se dire, mais il est injouable à un point qui est quand même assez dingo, quoi. Est-ce que tu as d'autres mentions, toi? ouais, en plus vite fait, j'avais OKC 2016 et OKC 2025.
Mais pour moi, ça rentre pas dans le top 10 parce que trop de problèmes de spacing en playoff. Puis c'était plus des équipes défensives qu'offensives. Mais il y a quand même du star system dans les deux équipes. Mais bon, après, je trouve qu'en 2025, c'était une équipe très jeune aussi. Donc c'est pour ça qu'on a vu des problèmes de spacing. Et deux dernières mentions, les Raptors 2019, parce que je trouvais qu'il y avait une vraie hiérarchie et une grosse profondeur d'effectifs. Avec Ok. notamment, tu vois, en 8e, 9e homme, t'avais quand même OG Anunoby et Norman Powell qui ont fait une belle carrière. Et puis là, le Star Euh, Power autour de Kawhi, c'est une version de ouais, Kawhi pour le coup, dingo, hein. voilà, il y avait du Mm. playmaking avec Kyle Lowry, il y avait un vrai spacing et tout. Mais ça rentre pas dans le top 10. Et les Mavs 2024 aussi, quand même, autour de Luka et Kyrie. Mais c'est pareil, c'était plus une équipe défensive qu'offensive. On a vu des problèmes de spacing en finale NBA contre les Celtics. Mais quand Luka et Kyrie, pour le coup, ouais, c'est deux joueurs. On a dit que le meilleur backcourt, là, on a cité du CP3 Booker, on a cité du Harden 3P3. Luka Kyrie, si Harrison il avait pas fait la connerie de trade Luka, on aurait pu avoir un backcourt de zinzin pendant encore 3-4 ans, quoi. Je trouve bien que ces équipes-là soient pas dans ton top 10 parce que, en fait, c'est des équipes qui, je trouve, dans leur conception de leur attaque, cherchent surtout à avoir un niveau plancher assez haut pour valoriser une défense très forte. Mais c'est pas en soi des très fortes attaques. Par contre, elles mettent en place des éléments qui permettent d'avoir un niveau plancher offensif qui est totalement cohérent avec le niveau défensif qu'ils ont. Mais effectivement, on n'est Ouais. pas sur des attaques de folie, quoi. Ouais, et puis on prend pas énormément de plaisir non plus sur les mentions que je viens de citer en regardant leur offense. Ça Ouais, joue un alors peu. j'ai pas pris énormément de plaisir d'ailleurs en voyant les Sixers de Embiid et de Harden non plus. Mais bon, ça a fonctionné plutôt pas mal. Il me semble avoir vu qu'OKC, moi, quand j'avais regardé, ils sont quand même deuxième offensive rating, je crois, en 2015-2016, hein. J'étais très étonné, hein, de les voir aussi haut sur l'offensive rating. Et là, effectivement, on est beaucoup sur le star power qui était très très haut. Quand même se rappeler que le star power offensif de Kevin Durant tout seul, en fait, à cette époque-là, était un truc enfin, assez décisif, quoi. Mais écoute, Paul, je te propose qu'on clôture cette draft et qu'on clôture les drafts, du coup. Faudra peut-être qu'on refasse. On est curieux d'ailleurs de savoir en commentaire si vous aimez bien ce format un peu épisodique. Que spoiler, vous allez revoir quand même dans la saison, parce qu'on a senti que ça vous a plu, mais on est curieux aussi de savoir. Peut-être que vous allez dire, bon, on a regardé, mais ça nous a pas plu tant que ça, hein. Finalement, avoir des épisodes, c'est pas si intéressant que ça. Mais je trouvais ça cool en tout cas de pouvoir revenir sur ces 10 dernières années, et puis peut-être qu'on trouvera d'autres façons de revenir sur des périodes de la NBA. En tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.